Donc on est ravis de poursuivre la journée. Vous allez voir qu'il y a des intrications très, très profondes, enfin très fortes entre ce qu'on a pu déployer ensemble ce matin avec l'arpentage autour du livre La domination oubliée, et puis le travail de Julie Drouard qu'on est très très heureuse et heureux d'accueillir aujourd'hui. On va essayer de tisser un moment autour de son livre qui s'appelle Cuicui. Mais peut-être que ce sera aussi l'occasion de revenir de manière plus générale, enfin en tout cas de faire aussi peut-être des petits allées en arrière autour de ton travail aussi théorique. Je vais juste donc te présenter très brièvement. Tu es chercheur sur les dominations, thérapeute, auteur de plusieurs essais passionnant, notamment le livre qui s'intitule Sortir de l'hétérosexualité, qui a été publié aux éditions Binge. La culture de l'inceste, a été publié au Seuil et co-dirigé avec Iris Bray. Et puis, on te doit aussi un texte qui préfigure peut-être, en tout cas, certains des enjeux qui sont présents dans le livre Cuicui, qui est un texte qui s'appelle Pour le droit de vote des mineurs, qui a été édité dans un livre collectif qui s'appelle Politiser l'enfance, dont on a un petit peu parlé ce matin, qu'on a brièvement évoqué, aux éditions Burnout. Et, oui. Et voilà, ce livre Cuicui, qui est donc paru au Seuil, dans la collection Fiction et compagnie, et qu'on peut retrouver aussi, je le dis au passage, pour les personnes qui ne sont pas de Dieppe, à la librairie La Grande Ourse, qui est voilà, dans laquelle vous pouvez retrouver tous les livres des invités qui sont présentes et présents durant le festival. On a été très passionnés en fait par ce livre Cuicui, dans lequel tu développes plusieurs hypothèses. C'est un livre d'anticipation, enfin une anticipation à court terme, disons. C'est aussi tout un travail justement sur le léger décalage temporel que tu déploies dans cette fiction, puisque ça se passe en 2027, je crois, c'est ça. Donc dans le contexte d'élections voilà, qui sont et qui dans lequel on imagine ou tu imagines que les enfants, ou en tout cas les mineurs, ont le droit de vote. Et c'est une hypothèse que tu déplies dans un effort de fiction spéculative qui est assez étrange, on pourrait dire d'une certaine manière, au sens où ce déploiement de cette hypothèse ne se passe pas dans un contexte qu'on pourrait penser idéal, ou en tout cas de moment d'émancipation. On pourrait se dire que les mineurs ont enfin le droit de vote dans un moment voilà, progressiste. En fait, c'est pas ce que tu imagines. Donc c'est aussi, déjà, il y a quelque chose qui est une sorte de, de voilà, de trouble aussi à cet égard-là. Et puis, cette hypothèse, elle est peut-être pas si heureuse. Enfin, en tout cas, on se dit en lisant le livre que le, la réappropriation, en tout cas la possibilité d'une agentivité pour les enfants ou les mineurs, ne passe pas forcément seulement par ce dispositif institutionnel qui est le droit de vote, mais peut-être par d'autres stratégies. C'est ce qu'on va découvrir dans le livre. Et après, je te poserai des questions évidemment sur la jeunesse du livre, etc. Je vais revenir un petit peu en arrière. Mais plutôt par des moyens d'autonomie ou d'autodéfense, des cercles de parole notamment. Et c'est ce qui m'a beaucoup frappée en te lisant, c'est que finalement, la dimension maximale en fait, de cette possibilité de se réapproprier une agentivité du côté des enfants ou des mineurs passe plutôt par une organisation, une auto-organisation, plutôt que par l'octroi d'un droit de vote qui reste dans un cadre représentatif relativement traditionnel. Je te lance là-dessus. Euh, Pardon. Ben, je trouve que, enfin, en tout cas, la question du droit de vote des mineurs, pour moi, elle est très importante et elle serait bon, à la fois logique et normale, étant donné qu'on est censé être dans des démocraties, donc censé être
représentative, donc censée être représentée. Donc c'est assez étrange qu'il y ait plusieurs millions de personnes qui ne sont pas du tout représentées dans leurs enjeux spécifiques. Donc je pense que c'est très... Pour moi, le droit de vote pour les mineurs est très important. Et après, c'est intéressant aussi la perception dans la lecture, parce qu'il y a plusieurs perceptions par rapport à cette question de est-ce que ce serait efficace, souhaitable, et par les enfants et elles-mêmes. J'étais à Genève il y a quelques mois et avec une conférence organisée pour les enfants par quelques adultes et qui présentait aux législateurs et législatrices suisses des propositions, etc. Et il y avait la question donc avec LE, on avait discuté du droit de vote. Est-ce que vous êtes pour ou contre avoir vous-même le droit de vote? Et donc c'était intéressant parce qu'en fait les réponses, elles étaient parfois mitigées. C'est-à-dire des fois, bah ouais, carrément, je vois pas pourquoi je pourrais pas donner mon avis. Je comprends assez bien, finalement, ce que la gauche, la droite, ça peut se dire en 2-3 phrases. Où je vois pas pourquoi on fait pas passer d'examen aux adultes pour pouvoir voter. Et puis il y en a plein, je me rends compte qu'ils savent rien et puis ils votent quand même. Et il y en a d'autres qui étaient en mode plutôt, bah je sais pas, moi j'ai l'impression de pas avoir assez de connaissances pour voter, de pas être prêt ou de pas être prête, que ça m'enlèverait aussi de l'enfance dans l'imaginaire, en tout cas d'une absence de responsabilité. Donc c'était des réponses qui étaient intéressantes aussi. Et personnellement, je trouve que les personnes qui doutent d'avoir les capacités de voter devraient être celles qui votent en premier lieu, avant tout le monde. Donc, mais ça donnait lieu à des discussions intéressantes du coup aussi sur tiens, bah, pourquoi tu penses que tu n'as pas la capacité, ça veut dire quoi, c'est quoi la capacité pour voter, donc de déployer ça. Bref, tout ça pour dire que pour moi c'est un vrai enjeu, la question du vote chez les personnes mineures, et aussi parce que on est bien sûr déjà imprégné de normes sociales quand on est enfant, mais il y a aussi certaines normes qu'on n'a pas intégrées, donc c'est aussi un regard sur le monde qui est intéressant et unique. Et d'ailleurs, à chaque fois que des adultes daignent donner la parole aux enfants, donc quel que soit le contexte, on a souvent des réponses qui sont à des questions de tout ordre, mais je pensais à une artiste dont je perds le nom là maintenant. Mais quand on pose des questions souvent philosophiques aux enfants, on a des questions des profondeurs, des réponses d'une profondeur très très forte. Bref. Donc ça reste central pour moi, cette lutte-là. Et néanmoins, je pense effectivement, et dans le livre on le voit, qu'une transformation profonde, bien sûr qu'elle passe par, on va dire, globalement la lutte contre les inégalités sociales. Je fais de manière très large, mais en tout cas, disons, d'essayer de rétablir que le pouvoir puisse arrêter le pouvoir. Je ne sais pas comment le dire autrement de manière aussi synthétique, mais lutter contre les inégalités, c'est aussi essayer de faire en sorte que chacun, chacune ait des moyens de se défendre face à aussi des actes de violence. Donc ça passe par lutter contre les inégalités sociales, mais aussi par, et ça j'y crois beaucoup, le relationnel de tout un chacun, chacune avec l'autre. C'est-à-dire qu'on n'est pas que dans nos vies, on ne sera jamais ou dominant ou dominé. Ça n'existe pas. On passe par des configurations dans une journée avec toutes les personnes qu'on va croiser. À un moment donné, on aura plus de pouvoir que la personne qu'on croise, et puis à un autre moment, on en aura moins. Y a des... Donc, et puis en plus, ce serait une hypothèse assez funeste que de dire que dès qu'on a plus de pouvoir que l'autre, on va l'écraser. C'est poser un axiome sur la nature humaine auquel je ne crois pas. Et donc ce en quoi je crois notamment, c'est qu'on est tous imprégnés d'un relationnel à l'autre et d'une manière d'envisager l'autre qui est souvent marquée par effectivement la défiance qui entraîne des actes de domination et des actes de violence. Et donc travailler ce relationnel avec l'autre, c'est pour moi un des moyens de transformation sociale les plus puissants. D'où le fait que aussi dans le livre, ces adolescents et ces adolescentes se retrouvent aussi dans ces cercles-là pour quelque part
questionner leur manière de relationner les uns et les unes avec les autres, et en se disant, en fait, c'est sûrement là que ça se joue. Et dans le livre, il y a des extraits de manifestes écrits par des mineurs, et il y a notamment un extrait d'un des textes donc réels, hein, qui dit les adultes qui combattent contre le capitalisme, contre le racisme, contre le sexisme ne sont pas les derniers à nous taper dessus. Oui, je veux dire, on a tout dit là-dedans, donc il y a aussi ce niveau-là de c'est quoi ma relation à l'autre, et je ne peux pas m'extraire de l'équation en disant que je suis d'un côté ou de l'autre. Je rappelle à quelle page, peut-être juste pour lire un petit extrait peut-être un peu précis. Non. C'est pas la page. Il y a pas mal d'extraits de textes réels écrits par des mineurs dans le livre. Peut-être simplement pour déployer. Ouais. Ah oui, mince, c'est moi, j'ai ouvert. Une autre des figures en fait qui est aussi très importante dans le livre, c'est la figure de la fugue, enfin, du fait de fuir, de déserter. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui désertent des structures qui sont toxiques, de travail. Là, dans le livre, en fait, tu déploies cette figure de la fuite comme une manière de se protéger, de s'auto-protéger. Et encore une fois, c'est aussi une autodéfense. Et encore une fois, c'est les enfants qui échappent à la structure politique étatique, enfin en tout cas des politiques publiques de l'enfance, et fuguent ou désertent ou s'en vont de chez eux. Enfin, en tout cas, c'est le personnage principal. Et ça me faisait aussi beaucoup penser au travail de Monique Wittig sur le marronnage, sur comment on sort de sa classe, la classe de sexe. C'est comme ça qu'elle parle de, dans la théorie féministe matérialiste. Et je me demandais si c'était, comment tu avais réfléchi à cette figure de la fugue, qui est aussi presque une figure musicale. Comment est-ce que c'était quelque chose qui était présent dès le départ, comme cette possibilité d'un lieu aussi futur qu'on peut construire à plusieurs, puisque c'est aussi quand même une des hypothèses vraiment à la fin. Enfin, je veux pas non plus. C'est un peu difficile comme exercice parce qu'on a toujours peur de spoiler, mais voilà comment on construit un espace aussi safe à plusieurs enfants et comment la parole finalement est ce lieu, la parole collective et ce lieu de possibilité. Est-ce que tu aurais envie de parler de ça? Parce qu'en fait, en même temps, ça résonne aussi beaucoup, tout ce que je dis, avec ce qu'on a entendu hier. Parce qu'on avait un moment sur la politisation de la psychanalyse, et notamment à partir des pensées féministes et queer. Et je me disais que cet ramage de la parole collective, il est en fait le lieu le plus sûr possible, quoi. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on le lit quand je l'ai lu, quoi. Et en écho aussi avec peut-être ce que tu travailles, toi, dans ta pratique, par exemple, thérapeutique. Est-ce que tu aurais envie de l'évoquer aussi, peut-être Est-ce que c'est quelque chose qui tisse le travail d'écriture, que cette expérience-là de l'écoute, de la parole, mais qui en même temps une écoute, non pas dans un cadre privé, analytique, mais vraiment aussi dans un cadre collectif? Peut-être je vais faire en deux. Sur la fugue, c'est vrai que c'est un livre que j'ai pas prémédité, j'ai envie de dire, dans le sens où il n'y avait pas de... Je m'étais pas dit que j'allais l'écrire au moment où je l'ai écrit. En fait, je l'ai écrit à un moment, mais ça rejoint aussi ce qui est mis dans le livre, parce que je l'ai écrit à un moment où j'écrivais un essai sur comment les traumatismes sont peuvent être le terreau de violences, y compris systémiques, et qui finalement là, va paraître en octobre. Et en fait, je m'en sortais pas du tout de ce livre et j'en avais marre
d'écrire de la théorie, et d'ailleurs ça reste vrai, je pense que passer à autre chose. Et je m'étais dit, ah, bah, ce serait cool de faire une pause en fait dans cette écriture, et, hum, et c'est comme ça que j'ai démarré sur la fiction. Euh, D'où aussi le fait que je pense que dans cette fiction, on retrouve des enjeux théoriques d'autres endroits. Et c'est marrant parce que j'ai jamais particulièrement fait ça dans la fiction, mais où là, dans cette fiction-là, il se trouvait qu'il y avait l'enjeu de dire des choses qui ne seraient pas dites ailleurs et qui étaient plus faciles à dire dans la fiction. Notamment parce que chez moi, ça m'enlevait, je pense, une responsabilité euh, de devoir être en première ligne sur des attaques sur une éthique ou une morale. Et ça, enfin, j'imagine que pour les gens ici, enfin, qui écrivent, c'est quand écrire des essais, c'est être quand même bah, on peut se prendre les choses, on se les prend en pleine face, quoi. C'est pas alors que bon, dans la littérature, dire bah oui, bah, c'est le personnage qui, qui disait ça, quoi. Je suis pour quelque chose, mais en même temps, voilà. Euh, donc, et donc c'était pas un livre qui a été pensé, qui s'est écrit finalement très vite. Et donc aussi par rapport à la fugue, il n'y avait pas de. C'est quelque chose qui a émergé. Il n'y a pas eu de. J'ai pas fait de plan pour écrire ce livre. Donc vraiment tout ce qui a émergé comme ça. Euh, donc pourquoi à un moment donné ça a semblé au personnage le seul horizon. En tout cas, de fait, l'horizon enfin presque se sauver euh, intuitivement est passé par la camaraderie avec quelqu'une de son âge, qui est une sorte d'amitié amoureuse, ou en tout cas des premiers émois, où il y a quelque chose, mais c'était là où finalement s'est trouvée la solidité de ce qui pouvait être fait. C'est avec un ou une paire, PIRE. Et donc ça a émergé spontanément. Et après, par contre, je l'ai raccroché. Est-ce que ça venait aussi de ces lectures-là? J'en sais rien, mais ça s'est raccroché. Et là encore, il y a un extrait. Et là encore, je pourrais pas te dire la page. Que sur je crois que c'est Mineurs en lutte qui avait publié des zines, et où dedans il y avait des réflexions sur les fugues avec le nombre d'adolescentes qui fuguaient, et de dire nos fugues sont politiques, et à la fois elles disent les violences qui sont vécues par les personnes mineures, et à la fois elles sont un moyen de pouvoir avoir accès aussi à la parole, à une forme de médiatisation, parce que des fois il y a eu fugue puis occupation d'université, je pense en 78, il me semble que c'était, à Paris. Euh, C'est donc, quoi? Tu veux en dire un mot, enfin plus précisément? bah, le problème, c'est que j'ai une. Franchement, c'est pour ça peut-être j'écris, c'est que j'ai plein de choses que j'ai su, mais ça forme un truc. Bon, je peux vous dire 78, c'était l'année à Paris. Il y avait des mineurs en collectif et qui ont été protégés d'ailleurs dans une université par des étudiantes qui faisaient des tours de garde, y compris par rapport aux attaques pédocriminelles dans cette même université. Et où c'était aussi la possibilité par ces fugues d'avoir un accès à la médiatisation. Et ça a été médiatisé, même si ça a pu vite retomber dans l'oubli, mais avec toutes des revendications qui étaient liées à ça. Donc je pense que c'était d'avoir lu ça aussi, peut-être je devais l'avoir dans un coin de ma tête, quoi, qui est remonté, qui fait que à la fois le personnage perçoit ça comme une voie, un échappatoire de la violence de l'inceste, et où à la fois dans le livre, c'est repris par des adultes et des adolescentes de réfléchir à cette question ensemble, de quels sont les dispositifs qu'on pourrait mettre en place pour aider les adolescentes qui fuguent. Donc, ouais. Et tu cites aussi un exemple au Nicaragua. Est-ce que tu veux parler de ces enfants travailleurs, travailleuses, et comment ils ou elles se saisissent d'un endroit assez particulier, parce que en fait, ils revendiquent le fait d'être travailleurs, travailleuses, et d'agir légalement depuis ce lieu-là. Euh, donc depuis un endroit qui a priori est contre-intuitif, on se dit, beaucoup de gens évidemment pensent à l'abolition du travail des enfants, mais en fait,
pour le coup, puisque on est dans un espace où il n'y a pas de législation, étant donné que c'est un non-pensé et qu'on dit voilà, que si on... Donc ça, on pourrait en fait, là, pour le coup, reprendre l'analogie des travailleurs, travailleuses du sexe qui aussi sont un peu contraints ou contraintes à la même posture finalement. Et est-ce que ça, j'ai trouvé ça aussi assez passionnant, cet endroit-là où tu défends finalement, enfin, où tu te dis c'est un lieu politique possible. Et en prenant cet exemple du Nicaragua et de cette organisation d'enfants, je ne sais plus en quelle année, c'était aussi... Ouais. Mais tout est écrit dedans. Mais bah oui, déjà, il y a beaucoup d'organisations de jeunes travailleurs et jeunes travailleuses des pays des Suds qui donc comptent beaucoup plus d'organisations de facto de mineurs avec une production de textes très importante et nécessaire. Et dans cet extrait, entre autres, aussi demande on va dire, c'est pas, on va dire, entre autres demandes de droit, il y avait aussi le fait de se ressaisir on sait ce dont on a besoin, nous. On n'a pas besoin que des adultes, et encore moins des adultes blancs d'autres pays, disent on est contre le travail des enfants et donc on enlève le travail des enfants. Alors évidemment, c'est pour ça que ça peut rejoindre certains enjeux pour les travailleurs et les travailleuses du sexe à qui on peut dire la même chose dans certains cadres. Bon, c'est un long sujet, mais et où là, c'est de dire, en fait, nous, on connaît nos enjeux. Donc de facto, de toute façon, on va devoir travailler. La question est, est-ce qu'on va travailler sans droit ou est-ce qu'on va travailler avec des droits et la possibilité de pouvoir, donc ce qu'elles veulent, c'est la possibilité de, évidemment, dans l'idéal, de pouvoir choisir est-ce qu'elles veulent travailler ou non, parce que ça peut être aussi, du coup, une émancipation, évidemment, matérielle. Et en plus de ça, de dire que de toute façon, s'il n'y a pas le choix de travailler, que c'est comme ça que ça s'inscrit dans le réel, à ce moment-là, il nous faut que ce soit encadré par le droit, au lieu d'avoir un déni de réalité de ce qui est. Et est-ce qu'on peut revenir peut-être au travail de la langue, qui est assez impressionnant en fait dans ce livre. Voilà, ce que tu construis comme langue pour ce personnage, est-ce que c'est un monologue est-ce que c'est une voix intérieure comment tu as travaillé cette projection aussi dans ce que ce serait qu'un langage juste, une langue juste pour ce personnage Fuicui, on ne l'a pas encore nommé, donc qui aussi porte dans son nom la marque aussi de qu'est-ce que c'est qu'une voix. Finalement, cette voix Fuicui porte... Voilà, il y a déjà dans le nom quelque chose qui intrigue à la fois le silence, la parole, la possibilité de parler dans une langue qui est peut-être pas normée, anthropocentrique. En tout cas, voilà. Est-ce que tu as envie de parler peut-être de ça, de cette construction linguistique qui est le langage juste pour ton personnage et pour celles et ceux qui l'entourent? Oui, en plus c'est un enjeu, peut-être que vous en avez parlé avant à propos du livre de Tal, j'ai pas tout écouté, mais je suis arrivé trop tard pour écouter plutôt. Mais je sais que c'était souvent discuté par Tal dans ses travaux. C'est la question de se souvenir et de ne pas oublier. Et donc c'est très intéressant, et une des propositions de Tal, c'était aussi des assemblées du souvenir pour se rappeler en fait qu'est-ce qui a été vécu dans l'enfance et qu'est-ce qui commençait. Parce que quand on oublie, on a aussi des chances de reproduire. Mais d'ailleurs, c'est aussi une vraie. C'est pas le seul évidemment enjeu de la psychologie, mais c'est un grand enjeu de la psychologie dans le sens de la psychothérapie. La question dès qu'on rentre dans une forme de déni et qu'on réexplore pas ce qui a été souffert, c'est la porte ouverte à des actes de violence. Et quand je dis violence, ça peut être y compris ça peut être des actes actifs et agressifs ou des actes de ne pas mettre,
pas mettre ses limites. Et donc, cette langue, déjà, d'entrée de jeu dans le livre, il y a une sorte de petit dispositif, mais ça tient en une ligne, qui est que je me souviens plus de la phrase exacte, mais en tout cas, je dis que je me souviens. Donc même si on passe à un monologue intérieur, il n'y a pas une prétention de dire je parle à la place de quelqu'un qui aurait environ 13 ans, enfin 12-13 ans. Il y a ce jeu qui fait qu'on sait que c'est pas vrai, et néanmoins, ça va être assez vraisemblable. Donc c'est intéressant aussi de qu'est-ce qui nous semble vraisemblable ou pas, mais pour qu'on y croit et pour qu'on se dise qu'on est dans la peau de cette adolescente. Donc c'est une forme de dispositif de dire à la fois je ne peux pas faire ça, et je le sais, d'être purement et simplement cette personne-là à cet âge-là. Et en même temps, il y a quelque chose qui va émerger de moi qui, je l'espère, dans un certain processus, fait que ça peut être vraisemblable à la lecture. Et qu'on n'a pas l'impression justement qu'on est dans une sorte de trafic d'essayer de faire mais sans faire. Donc ça pose des questions qui sont très intéressantes. Où est-ce que il y a cette partie de moi qui est à cet âge-là, qui est encore là, d'où et quelle langue elle a, et comment ça se mélange avec finalement tout ce que je suis et toute l'expérience qui a été cumulée. Euh, et, et, et disons que ça s'est très vite manifesté chez moi, qu'il y ait cette partie-là de moi qui émerge, mais parce qu'elle est souvent présente dans ma vie en fait. Donc cette langue-là, elle n'a pas toujours le devant de la scène, mais elle est présente dans ma vie, et je sais dans quel moment de ma vie elle est présente. Et d'autant plus en écrivant avec, disons que c'est peut-être plus conscientisé quand est-ce qu'elle est présente ou non. Mais du coup, il y a eu cette émergence-là, à laquelle j'ai laissé libre cours, et qui est évidemment enrichie, et ça se traduit par les différents vocabulaires, en fait, les différentes manières de s'exprimer, où il y a beaucoup de registres de langue. Cette partie-là, qui a 12-13 ans, elle est étayée de plein de vocabulaires qui sont aussi des fois très désuets, donc qui sont finalement d'un autre âge, et qui sont plutôt cumulatives. Et c'est peut-être une question que j'aimerais qu'on se pose tous ensemble, enfin si on a le temps, mais est-ce que vous connaissez des parties de vous-même qui sont plus jeunes, et quand est-ce qu'elles interviennent dans vos vies, à quel moment? Et pour moi, c'est des questions, pour rejoindre ce que tu demandais sur la thérapie. C'est des enjeux majeurs en thérapie, en fait. Quand est-ce que ressurgissent des parties de nous qui sont plus jeunes, et aussi parce que souvent, les chocs, enfin, quand on parle de dissociation, souvent les chocs produisent des sensations d'éclat de soi qui ont l'âge des chocs. Donc ça peut être aussi tout à fait mis en lien avec la question de la traumatologie, cette question de la langue et du retour à une langue d'un certain âge. On peut, je ne dis pas que c'est absolument nécessairement le cas, mais on peut le mettre en lien. Et effectivement, pour moi, je l'ai fait dans cette écriture, parce que la partie qui parle, son langage, c'est un langage aussi qui est empreint d'une défense contre les violences qui sont vécues. Donc c'est empreint d'une sorte de radio un peu permanente, qui permet de ne pas être parfois de dévier certaines émotions, et en même temps qu'on voit assez anxieuse. C'est aussi une langue qui essaye de dévier par l'humour, donc qui se fait des blagues. Donc c'est une langue qui traduit ce qui est en train d'être vécu, et qui, je pense, reste une des voix qui est très vivace aujourd'hui chez moi, de par ce qui a été vécu à cet âge-là. Et je trouvais ça intéressant que se trame par contre une autre narration qui est complètement inventée, et qui néanmoins évidemment a des choses à voir avec ce qui a été vécu. Et du coup, quand tu dis cette voix est là, c'est quand est-ce qu'elle est là, et quand juste pour rentrer un peu dans la fabrique de l'écriture aussi, comment elle advient, comment tu la laisses advenir, qu'est-ce qui, ouais, entre
l'oralité aussi de cette voix, et puis le passage au texte. Ben, c'est vrai que c'était pas réfléchi, donc pour moi c'est une forme voilà, d'évidence. Je pense que ça déroule et que c'est une voix qui peut être présente chez moi dans certains moments. Et qui a cette fonction-là d'ailleurs, quand elle est présente, maintenant je l'identifie plus, mais quand elle est présente, il y a cette fonction-là, comme je le disais, de dévier certaines choses tout en les transformant. Avec un peu cet humour. Bon, après, je suis mon propre public, donc je dis que c'est drôle, mais ça regarde que moi. mais, donc oui, c'était très spontané, mais je pense que ce serait intéressant d'avoir des ateliers d'écriture là-dessus pour tout un chacun et chacune, d'essayer de trouver une langue parfois mémoire qui peut être présente comme ça. Mais c'était vraiment, oui, un jaillissement. Il n'y a pas eu de... J'ai pas travaillé du tout la manière d'écrire. Ça s'est déroulé comme ça. D'ailleurs, c'est un livre qui n'a pas eu de correction, quasiment, qui n'a pas été édité. Donc il n'y avait pas un... C'est rigolo que ce soit vraiment un geste. Il n'y a pas eu de Il y a de ta part? Même de la part de l'éditeur, ouais. Que je suis un peu bloqué sur cette notion que tu as évoquée, que j'aimerais beaucoup sur laquelle on revienne, c'est cette notion d'assemblée du souvenir. Enfin, pardon, tu regardais les amis du collectif de Tal, donc j'imagine que c'est travaillé aussi, que ça m'a échappé, etc. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça, en fait, les assemblées du souvenir? Et je ne sais pas comment vous vivez toutes et tous la journée depuis ce matin, mais évidemment, comme c'est des sujets relativement nouveaux dans le débat public, pour le dire vraiment extrêmement rapidement, on s'interroge sur plein de points, et bien sûr l'un des points compliqués avec la question de la domination adulte, c'est qu'on est quand même très disons comment dire, on circonscrit en fait le débat très souvent des questions de domination à travers ce paradigme, je ne sais pas comment il faut l'appeler, en fait cette tradition quasiment aujourd'hui de l'indignité de parler à la place des autres. Non, c'est-à-dire qu'au fond, on se dit que les luttes de manière générale doivent être bien sûr fondées, développées, etc., par les sujets dont il est question. Et en tout cas, ça s'est joué traditionnellement comme ça, au cœur des mouvements féministes, des questions décoloniales, etc. Et évidemment, avec la question de la domination adulte, c'est ce qu'on a pu voir ce matin, en tout cas, me semble-t-il, c'est que en tout cas, la scène de l'énonciation est un tout petit peu complexifiée une nouvelle fois, quoi. Dans le sens où elle repose d'abord sur le fait que nous avons tous été enfants et que peut-être précisément puisqu'il y a un certain nombre de dispositifs qui ne sont pas tout à fait mis en place pour ces sujets-là et pour accéder peut-être même à une énonciation politique possible, et bien bon, enfin en tout cas voilà, ça nous pose peut-être question et la manière dont il faudrait articuler en fait la possibilité même en fait de sceller, peut-être même jusqu'à quel point vont-elles, etc., quoi. Et là, l'assemblée du souvenir, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un dispositif qui est déjà expérimenté, qui est déjà mis en place, à quel niveau, sous quelle forme, etc. Finalement la lutte, le point d'accroche principal en fait de cette domination adulte, il serait pas là, à cet endroit-là, c'est non pas en fait plaider pour la multiplication, le déploiement de prise de parole par les enfants ou les adolescents eux-mêmes, mais commencer d'abord peut-être ici même ou je sais pas à une autre occasion, mais en tout cas entre ceux qui ont été enfants, de produire ces assemblées, du souvenir, hein, c'est ça, l'assemblée souvenir, c'est ça que tu as dit, l'assemblée moi, niveau souvenir, mais de manière en fait à replonger en fait dans les enfants que nous avons été en fait pour commencer à faire ce travail en fait. Ouais. Oui, je sais plus si c'est Assemblée du souvenir qui utilisait comme vraiment super, comme mot, mais en tout cas que dispositif politique, Assemblée du souvenir, c'est quand même, moi je le signe des 4 mains. Après, je vais faire juste une très très courte apparition de disparition, mais ouais, on peut parler d'assemblée du souvenir. Dans le texte de Tal, c'est l'idée d'atelier de remémoration collective. Et oui, à but politique en fait. Une des façons dont ça a pu être mis en place, c'est que Tal, de son vivant, avait participé à un groupe de parole, d'autosupport de victimes de l'inceste. Il y en a d'autres qui s'organisent. Et voilà, mais qui remplit aussi un but qui était sans doute politique, mais qui est pas seulement ça.
Et la façon dont il en parle dans son livre, c'est plutôt d'essayer de recouper, de partir en fait du caractère parcellaire, recouvert et oublié en grande partie de notre expérience de l'enfance, et d'avoir été dans cette position en fait avant, pour trouver des motifs un peu structurels, collectifs, et justement de repolitiser ça. Voilà, je sais pas si, pour le coup, ça recoupe assez bien ce que tu disais, et puis voilà, ça peut être plein de façons de le faire aussi. Oui, et puis là on parle dans ces différents... Pardon. Ouais. Tu me rappelles que pour le coup, il en parle un peu dans le livre, mais aussi le collectif qui s'appelle Politiser l'enfance aux éditions Burnout, lancé par Vincent Romani. Son article est en grande partie là-dessus, en fait. Voilà. Donc ça, c'est aussi une source qui complète un peu le livre dont on a fait l'arpentage ce matin. Merci beaucoup. Et je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est pour moi, encore une fois, ce lien qu'on peut faire entre la question de la psychothérapie au sens large et la lutte contre les dominations, dans le sens où ce type d'atelier de remémoration, c'est éminemment proche de dispositifs de psychothérapie, lorsque les traumatismes ont eu lieu pendant l'enfance. Ce qui est pas, évidemment pas tout le temps le cas, mais ce qui est souvent le cas parce que c'est un lieu de fragilité et de dépendance. Donc du coup, c'est un peu c'est pour ça que cette question aussi de la domination adulte-enfant, elle rejoint des questions psychologiques, dans le sens où elle est au carrefour de tout un chacun, chacune. On n'est plus dans... quelque part, on est encore dans un mouvement dialectique, parce qu'on dit les adultes et les enfants, mais quelque part, on est obligé de penser au-delà de ce type de mouvement dialectique. Ça n'est plus possible d'avoir dans le sens d'une classe contre l'autre. On ne peut plus être là-dedans. Et donc c'est ça qui est intéressant aussi. Et là, je dirais que c'est encore une autre occurrence de penser que c'est très proche, parce que dans psychothérapie, c'est se souvenir. Et ce qui fait histoire, c'est la mémoire. Donc c'est intéressant aussi par rapport à ce que tu disais. Ce qui fait réellement l'histoire actuelle pour quelqu'un qui va se souvenir en psychothérapie, ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est ce dont on se rappelle. Et c'est ça qui fait l'histoire actuelle. Et bon, on a un peu évoqué brièvement le travail théorique, dont tu dis que tu as un peu envie de, voilà, parfois t'en échapper aussi. Mais qu'est-ce que le fait d'écrire, enfin ce que tu décris très bien, ces opérations aussi de remémoration, en tout cas on passe par des, peut-être il y a quelque chose qui échappe aux positions qui sont, dans l'écriture théorique, peut-être qu'il y a quelque chose qui est plus fixe en fait. Et là, c'est pour ça que je disais musical en fait. Je ne sais pas pourquoi ce mot me vient, mais bon, ouais, c'est aussi, je suis traversée par ce qu'on a vécu aussi hier avec Katia. Mais comment en fait l'écriture, elle te permet aussi de faire cette traversée en fait des positions de classe, de classe pas seulement au sens social, mais de position enfant, adulte. Qu'est-ce que ça permet de travailler de différent que l'écriture théorique, peut-être descriptive Déjà, j'imagine qu'à un certain point, en tout cas, l'écriture théorique, évidemment qu'elle est importante. Je serais bien le dernier à le nier. Et en même temps, elle contient quelque chose de ce qu'on voudrait éviter de reproduire. C'est-à-dire parler pour d'autres que soi, généraliser, catégoriser et s'abstraire. Même si, évidemment, il y a de plus en plus du coup, des hybridations de formes d'écriture.
avec cette parole qui est aussi du coup mise au jeu, et c'est des registres qui sont de plus en plus fluctuants, et tant mieux. Mais je trouve que les formes artistiques, c'est aussi l'écriture à la fois au plus juste, dans le sens où on est que soi, et on est on n'est pas dans une écriture abstraite, mais on est aussi soi avec son corps, avec ses sens, avec sa sensibilité. Donc c'est aussi quelque part un mouvement d'humanisation très fort. Et donc je trouve qu'on est dans une écriture qui est aussi au plus juste par rapport à ces sujets-là. Et que d'autre part, c'est pour le ou la lectrice, c'est quelque chose qui va passer au corps quand on lit. Donc c'est aussi c'est être touché. Donc c'est aussi l'accès direct finalement dans ce... Moi, je sais pas si je réponds très bien, mais pour moi, les formes artistiques se semblent particulièrement appropriées au sujet des dominations dans tous ces sens-là. Alors, deux choses qui font écho en moi. Déjà, c'est intéressant que vous parliez de fugue, du fait de s'échapper, de passer de la théorie à la littérature. C'est une fugue en quelque sorte, parce que moi-même étant journaliste, passer de l'article de presse au roman, je me retrouve avec de la pâte à modeler et la possibilité de dire les choses comme je l'entends, dans une langue avec laquelle je m'amuse. Donc je trouve ça très intéressant de transposer l'idée de fugue avec ton processus, ton travail, quoi. Et en fait, je voulais raconter une anecdote par rapport aux propos vis-à-vis de l'enfance et du langage. Donc en gros, je vais raconter un truc un peu personnel, mais vous allez comprendre. Vers l'âge de 7-8 ans, je commence à avoir peur de mourir. C'est-à-dire que en plus, ça s'accompagne de douleurs intercostales au niveau de la poitrine. Donc j'ai peur de mourir, j'ai peur que mon cœur s'arrête. Donc j'arrête pas de dire à mon oncle ou ma tante avec qui je vis à l'époque, je vais mourir, j'ai peur de mourir. Et je suis enfant, quoi, j'ai 9-10 ans. Et je n'ai compris, j'ai 37 ans maintenant, et j'ai compris seulement l'année dernière ce qui s'est mué en obsession pour la mort, en peur de la mort, ce qui s'est mué en ça aujourd'hui, je suis habitée par ça, je ne l'ai compris que l'année dernière. Dans le sens où, à cette période où j'ai peur de mourir étant enfant, j'ai peur de disparaître, j'ai peur du néant, j'ai été séparée de ma mère, que je ne vois pas pendant des années. Et là, la psychothérapeute que je vois me fait remarquer, mais dites-moi, quand quelqu'un meurt, quel mot emploie-t-on, notamment dans le langage journalistique? On dit qu'elle a disparu, qu'elle nous a quittés, un peu comme votre mère a disparu, vous a quittés. Et donc là, j'ai compris que le manque, en fait, s'était transformé en deuil au niveau de la rupture telle qu'elle peut l'être, d'où cette obsession de la mort, en fait, que j'avais. En fait, la mort, c'était l'absence, c'était le manque. Et ça, je l'ai compris qu'au bout de plus de 20 ans, quoi. Et c'est pour ça que ça a fait écho. Et je me dis, cette assemblée du souvenir dont vous parlez, elle serait magique, en fait, quelque part, de comprendre d'où viennent nos peurs, nos angoisses les plus profondes dès l'enfance, et qui se matérialisent encore plus quand on grandit. Et au bout d'un moment, de finir par comprendre pourquoi cette peur de la mort, c'est la peur du manque maternel. C'est fou, quoi. Donc voilà, je voulais partager ça. Bonjour, merci pour tout ça. Moi, je suis directeur d'école et je suis aussi élu municipal à Paris. Et donc évidemment, les questions de politique et de l'enfance me parlent beaucoup. J'ai un problème un peu épistémologique. Alors justement, tu veux plus faire trop de théorie, c'est un peu couillon, mais en fait, c'est de définir un peu correctement ce que c'est que l'enfance. Parce que quand j'ai entendu j'entends parler d'adolescence. J'entends pas. Moi, je suis école maternelle, 3 ans, 3-6 quoi. Et c'est pas du tout les mêmes bestioles. Hein. Ça ressemble pas du tout à la même chose. Et j'ai du mal justement à
Je trouve qu'il y a sur la réflexion qu'on a pour les politiques liées à l'enfance, notamment l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, mais aussi l'éducation ou toute autre forme, même plus progressiste ou plus inventive, c'est de définir de qui on parle. On voit ce que c'est qu'un adulte parce que c'est le sujet normal, au sens lourd du terme normal, c'est le sujet absolu, quoi. Et dès lors qu'on parle d'autre chose, c'est plus compliqué à définir. Et moi, j'ai un peu ce souci-là, et notamment pour ce qui va concerner le droit de vote ou des choses comme ça, on va se poser la question du poids qu'on fait peser sur ces enfants, qui ne sont pas nécessairement clients d'être responsabilisés comme ça. Donc voilà, est-ce qu'il y a des pistes un peu pour définir qu'on puisse avoir pas une définition absolue ou philosophique, mais quelque chose d'opérationnel, d'opératoire, même peut-être de littéraire qui puisse permettre ça. Déjà, c'est par rapport au droit de vote, je pense que ce qui est intéressant dans cette idée, c'est le fait que ce soit un droit. Donc c'est pas une obligation. Donc l'idée, c'est pas de toute façon que... Enfin, comme pour les adultes, hein. Les adultes sont pas forcés de voter, donc les enfants, c'est pareil. Donc de ce point de vue-là, pour moi, la question, elle est assez vite réglée. Et justement, un des écueils des débats autour du droit de vote, c'est de se focaliser sur la question de l'âge. Ce qui fait toujours péricliter les choses, et c'est le meilleur argument pour mettre fin à la question de ces avancées, quoi. C'est que du coup, à quel âge? Alors bon, là, c'est parti. C'est le tunnel du ah ouais, 15 ans et demi, non, mais 12 ans et 3 mois, oui, non, mais plutôt. Enfin, je veux dire, ça n'a aucune importance en fait. L'importance, justement, c'est de faire valoir aussi le droit de vote comme un droit où on vient toucher du doigt ce qui est un droit dans un sens bien plus large. Dans le sens d'un processus aussi et d'une démarche et d'un collectif qui s'appuie aussi sur le fait de pouvoir, de ne pas y être forcé, mais d'y arriver et d'être accompagné dans, dans cette démarche-là et d'être écouté au sens fort du terme sur justement son envie et que ça s'inscrive dans un dialogue aussi. Cette envie ou pas de voter, cette capacité ou pas de voter, c'est s'inscrit dans un dialogue, un consentement et non pas justement une imposition par la force. C'est pour ça que je trouve que c'est aussi dire le droit de vote, il est là, il est à disposition. Et ça va se façonner comme ça dans cette espèce de dialogue, de pouvoir mettre à disposition d'eux. C'est aussi commencer un processus justement très intéressant au sens fort, qui n'est pas dans la domination et qui fait toucher du doigt ces notions. Donc ça, c'est pour la question plus du droit de vote. Après, dans ce qui est de définir l'enfance, je ne suis pas du tout spécialiste de cette fin de question, mais disons qu'il y a eu plusieurs... en tout cas, pour citer quelques éléments peut-être de réponse qui peuvent rentrer dans le débat, c'est que ça a été beaucoup aussi façonné et inventé. On a inventé les catégories d'adolescence, on a inventé catégories de classe d'âge. C'est-à-dire au Moyen-Âge, tout le monde allait, enfin les personnes qui pouvaient aller à l'université, c'était ouvert à toute classe d'âge. Donc il n'y avait pas du tout cette notion de séparation de tel moment, tel... Donc il y a cette invention aussi, je dirais très scientifique, de catégoriser et d'essayer de faire des limites qui sont claires et parfois en créant avec une prophétie créatrice, quoi. La catégorie d'adolescent, c'est d'abord appliqué seulement à des garçons riches. Et donc elle n'a existé que pour eux à un certain moment de l'histoire, et puis après c'était... donc la question peut-être, pour ne pas tomber dans ces écueils-là, c'est pourquoi on veut le faire, pourquoi on veut les définir, quoi. Donc si on veut les définir pour être au service des personnes concernées, j'imagine qu'on en arriverait à peut-être d'autres définitions en fonction du besoin qui est visé et peut-être d'être spécifique quant à ce qu'on en attend. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, partons plutôt des questions qu'on veut résoudre. Est-ce que ce que je veux résoudre, c'est la question de
du danger d'un enfant à un enfant d'être incesté, dans ce cas-là, peut-être que les questions des catégories d'âge, elles se posent, ou elles pourraient se poser sous la forme de à quel âge je peux parler de telle manière à un enfant pour qu'elle comprenne. Et dans ce cas-là, peut-être qu'on aurait telle catégorie d'âge, pour pouvoir parler à cet enfant de manière à ce qu'il comprenne ou puisse se saisir d'un outil spécifique. Mais bon, là, je lance plein de films. Je sais pas si c'est une forme de non-réponse sûrement. Je sais pas. Ça dépendait. Mais s'il y a quelque chose de plus précis, ce que je veux dire, c'est que là, je donne des films, je trouve ça dur d'adresser d'une manière aussi générique. Mais s'il y a un support du type voilà ce que je veux faire avec cette réponse, je pense que c'est une manière de l'aborder qui permet d'aller plus droit au but. Donc sur la question du vote, nous tous les ans en fait on fait une dotation de livres qui est livrée dans les écoles maternelles et élémentaires, puisqu'on a quelque chose d'assez spécifique à Paris, c'est qu'il y a une bibliothèque dans toutes les écoles maternelles et toutes les écoles élémentaires qui est gérée par une animatrice lecture, qui est formée par nous, le Centre Paris Lecture. Et ça veut dire qu'ils ont un fonds de livres et tous les ans il y a une nouvelle dotation qui arrive. Et la dotation, elle est votée par les enfants qui travaillent à regarder ce qui est proposé par les bibliothécaires de la DAC, de la Direction des Affaires culturelles, qui gère les bibliothèques municipales. Nous, en fait, on pose des questions aux enfants, on leur demande un peu ce qu'ils voudraient, mais on ne reste pas que sur qu'est-ce que vous voulez, parce que ça peut aussi rester tout le temps dans les mêmes choses qu'ils lisent déjà. Et c'est surtout, on part toujours de leurs questions, des pourquoi, comment. Et c'est ce qu'on appelle des grandes questions, des questions qui mobiliseraient aussi des adultes. Donc on récolte toutes ces questions, on essaye de voir des thématiques qui manqueraient aussi. Notamment, on a pu travailler sur les personnes invisibilisées. On voyait bien qu'il y avait surtout des blancs et puis les femmes à la maison dans les livres qui dataient un petit peu, donc on a essayé de rééquilibrer. Il n'y avait pas beaucoup de vision des personnes porteuses de handicap aussi, donc là aussi ça a été parfois des sous-thématiques en fait, pour veiller à ce que ce soit au niveau des représentations assez diversifiées. Et ensuite, donc, le thème, il émerge vraiment de tout ce qu'on recueille des enfants en maternelle, en élémentaire. Et en fait, ce qui est surtout compliqué, ça va pas être tant que les enfants savent pas dire ce pourquoi ils voudraient voter à la fin, puisqu'à la fin, il faut quand même que dans toutes ces écoles qui travaillent sur les 100 livres à peu près qui sont proposés, il faut qu'il en reste 15. Faut qu'ils se mettent d'accord. Et donc, c'est surtout sur comment nous, on va arriver à ce que ça réponde à leurs questions et à ce que ce soit pas juste du j'aime pas, puisque c'est pas le plus pertinent, et que les enfants ils vont souvent dire ah oui moi je veux celui-là parce qu'il est beau ou parce que j'aime bien le personnage ou voilà, mais parfois il y a des choses qui sont cachées dessous. Parfois c'est ah moi je veux celui-là parce qu'en fait j'adore la petite fille, mais pourquoi? Parce que la petite fille elle a une coupe afro et en fait on voit jamais des petites filles avec une coupe afro et on voit jamais des petites filles noires dans les albums jeunesse. Donc parfois il faut trouver les sous-raisons en gros et donc c'est qu'est-ce qu'on va mettre en place pour arriver à un vote qui est intéressant, et donc ça en fait c'est plus dans notre travail à nous que c'est compliqué que pour les enfants en soi en fait, et on voit bien que les animateuristes lecture ils ont du mal aussi à le faire, donc c'est à nous de bien réfléchir à quelles questions on va leur poser et comment on va s'y prendre pour déjà pas trop les influencer et que ça soit pas juste du jugement de valeur, quoi. Et il y avait un autre truc, oui, sur l'inceste. Il y a un animateur lecture justement qui a fait un travail sur le consentement avec des enfants, avec les enfants de l'école où il est. Et il a travaillé sur des livres jeunesse. Bon, nous, au Centre Paris Lecture, on a tendance à travailler aussi avec des livres pour adultes. Bon, bien sûr, on ne va pas parler de pornographie ou de trucs comme ça, mais on estime qu'on parle de tout, on parle de politique, etc. Et on va leur montrer des livres pour tous les âges. Mais lui, pour se protéger, comme ce n'était pas des livres des dotations validés par la mairie de Paris, il a choisi des livres jeunesse sur le consentement. Et en fait, on n'est pas obligé de parler d'inceste ou du corps ou des choses comme ça. Les enfants, ils ont très vite compris et ils ont fait tout un travail dessus. Et juste avec l'idée de consentement, ils peuvent déjà aborder un peu plus le fait de pouvoir dire non, ou ça me gêne, ou voilà, j'aime pas quand tu fais ça, ou ah pardon, je t'ai pas demandé si t'étais d'accord, voilà. C'est que je dirais que par rapport à si on cherche des capacités à un âge adulte, on est souvent en fait étonné que les personnes plus jeunes puissent les mobiliser aussitôt. C'est-à-dire si on cherche
des capacités qu'on peut avoir plus tard par rapport à la compréhension d'enjeux politiques. Par exemple, pour revenir sur nos amis suisses, chez lesquels j'étais, c'était des enfants qui avaient 9 ans. On peut se dire, c'est très jeune. Ils ont fait des projets politiques beaucoup plus cohérents que la plupart de ce que les adultes pourraient réfléchir en termes conceptuels. Vraiment, je veux dire, il n'y avait pas de... Les mots, par exemple, sexisme, racisme, capitalisme étaient employés comme peu de personnes adultes peuvent les employer et les caser. Donc, en fait, on est souvent surpris de ne pas avoir, au contraire, je dirais, cette difficulté-là. Mais par ailleurs, je trouve aussi intéressant ce que ça peut permettre à tout le monde de trouver les mots justes pour des personnes plus jeunes. En fait, souvent, ça permet de trouver les mots justes pour soi. C'est pour ça que je trouve que le processus, il est très intéressant. C'est qu'à des moments, quand on est obligé de se faire comprendre en clair, et sans partir dans tous les sens, et en résumant et en trouvant quelques mots pour résumer l'essence des choses, c'est très intéressant de comment on va présenter telle ou telle partie, comment on va présenter tel ou tel courant en quelques mots. Et en fait, c'est possible, mais c'est très intéressant ce que ça permet ce que ça va demander de faire. Et il y a aussi des outils de langue qui sont développés pour ça. Et là encore, ma mémoire me trahit, mais il y a peut-être vous savez, non, parce que c'est utilisé dans l'administration aussi. C'est quand on doit utiliser des codes de langage pour être extrêmement clair. Oui, voilà, le FAC. FAC FALC. Voilà, le FALC. Donc je trouve que ça permet aussi de développer plein d'outils pour soi-même qui peuvent être très intéressants. Et après, on pourrait aussi se demander par rapport justement au âge ce qu'on y met, à nos spécificités, ce qu'on fait un petit peu plus rarement, et ce qui est dommage, c'est de dire tout ce qu'il y a comme... évidemment, il y a des différences de capacité. Et il y a des vulnérabilités différentes. Mais ce qu'on fait peu, c'est aussi de dire, par exemple, par rapport aux différents âges, quelles sont les capacités des enfants qui font défaut aux adultes. Il y en a énormément. Je veux dire, comme l'imaginaire, comme la capacité de s'émerveiller, comme la capacité de jouer. C'est des choses qui font énormément défaut aux adultes dans les termes de santé mentale, de perception du monde, donc de politique. Donc ça pourrait être aussi intéressant de travailler ces catégories sous différents, ou ses capacités à tel ou tel âge avec d'autres types de prismes qui mettent aussi l'accent sur ce qu'on pourrait apprendre plus tard des personnes plus jeunes. En tout cas, s'il y a un prisme particulier avec lequel un certain nombre, sans doute, d'entre nous ici écoutons ton intervention et celle de Marion ce matin. C'est celle des parents. Enfin, je ne sais pas combien on est ici à être parents dans cette salle, mais en fait, c'est une question vraiment, en tout cas, nous deux, Kenouta et moi, sans doute, de manière très quotidienne, en fait, quoi. Et non, mais ma question, elle s'adresse encore une fois, sans doute, à tous les deux. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, pour demain, après-demain, etc., dans le quotidien en fait qu'on peut avoir en tant que parent avec des enfants. Le nôtre a 7 ans, je ne sais pas les vôtres, mais enfin, qu'est-ce qu'on fait demain matin en fait avec nos enfants tous ici collectivement? Comment on tente un tant soit peu de reconfigurer un tout petit peu les choses? Pour moi, toutes ces questions, elles peuvent être encore une fois ramenées au rapport à l'autre, qui doit, pour moi, s'émanciper un peu de cette question d'une classe versus une autre. Et donc, pour moi, c'est l'articulation, toujours, encore une fois, entre la lutte contre les inégalités sociales, qui est quelque part une forme d'action. Donc, par exemple, avoir plus de droits, les questions de la dotation, de la protection de l'enfance, comment on organise les choses, des livres sur les consentements, enfin bon, tout un tas d'actions différentes comme ça,
qui ne sont pas liées, en tout cas, à un travail, je dirais, psychologique, relationnel avec les autres. Donc pour moi, il y a ce type d'actions qui sont des actions personnelles, toujours évidemment, qui est articulé à travailler sur soi pour avoir un relationnel à l'autre qui ne soit pas dans la violence. Pour moi, il n'y a pas de secret. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin de se poser 1 milliard de questions sur comment on est avec ses enfants si on a travaillé sur soi et qu'on n'est pas dans la violence avec les autres. Je veux dire, avec les enfants, c'est pareil. C'est pas, le relationnel qu'on a à l'autre, c'est un relationnel qu'on a appris et qu'on a vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de tous les autres. On va avoir le même type de comportement avec tout un chacun, on va avoir une empreinte. Alors évidemment, il y a parfois on a des comportements qui vont être plus déclenchés à l'intime et qui vont être plus masqués au tout venant, ou des comportements qui auraient envie de se déclencher vis-à-vis de tout le monde, mais qui vont plutôt se déclencher quand en fait l'autre a moins de pouvoir que soi parce qu'il peut rien y faire. Donc évidemment que voilà, mais on a un peu cette même empreinte en fait, et si on la travaille, il y a aucun problème. Enfin pour moi c'est pas une question, c'est pas l'équation de la relativité générale quoi. Non mais c'est vrai. Enfin je trouve que des fois dans les milieux militants il y a cette question-là de ah punaise mais comment on va faire, qu'est-ce que en fait c'est pas non si on a un relationnel à l'autre, pour moi c'est le travail sur soi vraiment thérapeutique. C'est le relationnel qu'on va avoir à l'autre, on va l'avoir avec tous les autres. Donc, si on a tendance à être explosif, à être dans le déni, à être méfiant, bah oui, bah on va l'être avec tout le monde. Et on va avoir tendance à contrôler, à réprimer, à être. Si on arrive à un travail sur soi qui nous permet d'être plutôt, quand on n'est pas en danger, dans le calme, la curiosité, l'empathie, qu'on arrive à être dans le dire, à mettre nos limites, à mettre des limites fermes, du coup à discerner ce qui est violent de ce qui ne l'est pas, il n'y a aucune raison pour qu'on commette des actes de violence vis-à-vis de nos enfants. Évidemment que l'air du temps fait qu'on est travaillé par différents outils, qu'on va faire plus attention à telle ou telle chose. Mais encore une fois, il y a un curseur sur lequel c'est important de ne pas être violent. Mais tout n'est pas violence. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas non plus un truc voilà, ce que je veux dire c'est que parfois il y a dans des milieux très militants il y a aussi forme pas d'écueil inverse, c'est pas un écueil mais une sorte de truc je suis perdu, genre comme s'il y avait trop de trucs ou comme si c'était un machin qu'on pouvait absolument pas, finesse il va falloir que je lise 4 thèses avant de réussir à me comporter avec mes enfants. Enfin c'est Moi je viens de Belgique. Enfin, j'ai 2 contre-exemples, c'est-à-dire je viens de Belgique et c'est pas le droit de vote mais l'obligation de vote. Donc je trouvais ça assez intéressant de parler de ça comme d'un droit et du coup du respect du fait que la personne a le choix. En Belgique, on n'a pas le choix, on doit voter, peut-être parce que c'est un petit pays et qu'il vaut mieux voter que pas voter. Et du coup, il y a une amende. Bon, bien sûr, les enfants n'ont pas non plus le droit de vote. Et autre chose, c'était une question sur... alors, j'ai pas d'enfant et être témoin, disons, de violence, peut-être micro, je sais pas comment les appeler, dans l'espace public. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace public ? Il se passe plein de choses dont on n'est souvent pas témoin parce qu'on ne fait pas attention. Mais il se fait que moi, je fais un peu attention. Quand je vois, par exemple, des groupes d'enfants, ça m'est arrivé, un groupe d'enfants avec une institutrice que j'entends dire en traversant un parc à un des enfants quelque chose de très insultant, du genre « Ah, mais toi, de toute façon, tu comprends jamais rien, t'es qu'un imbécile. » Enfin, il y a ce pouvoir-là. Et est-ce qu'on réagit ou pas ? Et j'ai réagi en disant à l'oreille de l'enfant quelque chose pour un peu contrer le truc, quoi, en disant « Tu sais, c'est pas vrai. » Bon, est-ce que j'avais le droit de faire ça ? Est-ce que j'ai bien fait de le faire ? Et puis, hier ou avant-hier, même genre de choses, un parent qui dit à son... Enfin, j'entends dire un parent à son enfant ne touche pas à ça, sinon je vais te couper la main. C'était dans une petite boutique touristique. J'ai trouvé... Et j'ai réagi en disant mais comment on peut dire à un enfant qu'on va lui couper la main ?
Et le parent s'est justifié, en fait. Oui, mais vous comprenez, c'est parce que mon enfant a l'habitude de voler des choses, et donc... bon, et en même temps, il ne savait pas trop s'il devait se fâcher sur moi d'avoir réagi, ou... Voilà. Donc, moi, ça pose cette question aussi du pouvoir, évidemment, qui se manifeste dans la famille, dans l'intime, dans la maison, dans le foyer, etc., mais qui se manifeste aussi dans l'espace public. N'étant pas parent, mais étant témoin, que fait-on ? Et fait-on quelque chose ? Dit-on quelque chose ou non ? Voilà. C'est quelque chose qui m'interpelle, en tout cas. Et aussi pour rebondir là-dessus, ce que font les enfants quand ils sont témoins, ça c'est très intéressant aussi, que les enfants nous rapportent parfois qu'ils sont témoins de trucs violents et que donc ils, je sais pas, ils envoient un signal, ils réagissent, ou même ils le disent à un adulte de confiance qu'ils ont été témoins et que quand même ça se fait pas, ou ça c'est hyper intéressant aussi. Enfin il y a quand même quelque chose qui se passe, enfin bon on est en France ou en Belgique, voilà, vers chez nous, il y a quelque chose qui se passe du contrôle social, je trouve, depuis que certains sujets sont dans l'espace public, qui est très intéressant. Voilà, c'est juste pour compléter ce que tu disais. Je trouve que on peut tous dialoguer parce que j'ai l'impression que tout le monde a autant de connaissances pour. Mais je trouve ça super personnellement en tout cas d'intervenir. C'est une question qui traverse le livre sur cette prof qui se sont construits sur une intrigue. En fait, c'est un roman mais dont les motifs et l'urgence sont psychologiques. Mais du coup qui se noue notamment avec ces deux personnages principaux, cette adolescente et sa prof. Et c'est cette question de quand on voit quelque chose ou quand on pense voir quelque chose, qu'est-ce qu'on fait ? Donc c'est vraiment aussi autour de cette trame-là, quoi. Et je dirais qu'à mon sens, et j'imagine partagé ici, la question est de ne pas fermer les yeux. Donc c'est ça. Après, quelle forme singulière ça va prendre en fonction de qui on est et comment on va se poser la question, j'imagine que c'est un chemin qu'il est important de parcourir, soit vis-à-vis de soi-même ou de situations comme ça qui se posent. Et je dirais pas qu'il y a une réponse, mais que par contre de cheminer par rapport à la réponse et d'avoir envie de ne pas détourner le regard par rapport à ça, ça me semble effectivement éminemment important. Et dans le livre, il y a une réponse justement qui va être donnée dans ce cheminement-là, qui est pas une réponse que standardisée, qui est un croisement entre il y a une loi et peut-être qu'il faut que je fasse ça, en termes là en l'occurrence de signalement, hein, mais il y a cette réponse aussi toute personnelle de en fait est-ce que je peux apporter un portable en lui disant de m'appeler, est-ce que je peux, enfin voilà, comme ce que vous disiez, vous avez une réponse personnelle mais vous n'êtes pas déprise de cette situation en tournant le regard. Je me demandais, est-ce qu'on ne pouvait pas s'inspirer d'autres configurations familiales ? Je pense notamment aux sociétés matriarcales où l'enfant, c'est sa mère qui gère tout, en fait, et il se retrouve où le masculin, où le féminin l'emporte sur le masculin, et donc il a une autre lecture du monde et une autre façon d'appréhender le monde, notamment, ou alors d'autres sociétés où l'enfant appartient à personne et en même temps à tout le monde, en fait. C'est-à-dire qu'il évolue à un moment avec un grand-père, un grand-oncle, un ami, et donc du coup, il a différentes lectures du monde qui font qu'il va se construire de façon plutôt multiple, quoi. Enfin, je ne sais pas si c'est des choses qu'on peut essayer de mettre en place vis-à-vis de la construction de l'autonomie des enfants, quoi. En fait, ça m'a juste fait penser à une anecdote que j'ai entendue dans le Bookmaker avec Claude Ponty, qui est un auteur de littérature jeunesse, qui est dans à peu près toutes les bibliothèques. Si vous n'avez jamais lu Claude Ponty, il faut y aller, quoi. Et qui est resté un grand enfant, je pense, qui a eu une enfance difficile. Et un jour, dans un parc, il est avec sa fille et il est témoin d'une scène de ce genre que vous évoquiez tout à l'heure, où une mère, je crois, s'apprête à fesser son enfant ou quelque chose comme ça, enfin, lève la main sur son enfant.
Et ce moment-là, je le trouve hyper intéressant, hyper subtil, qu'est-ce que je qu'est-ce que je fais, quoi, pour pas non plus figer la situation, parce que si jamais oh là, stop, arrêtez-vous, je suis la police, ça demande du tact. Voilà, pour revenir à ce qu'on disait hier, il y a quelque chose qui est de l'ordre du tact. Et alors, voilà, lui, avec ses ressources d'humour, il se précipite, il dit « Oh, s'il vous plaît, laissez-moi faire, j'adore ça, j'adore ça !» Et là, voilà, qui est désarmé, quoi. Et bon, ok, qu'est-ce qui nous est arrivé? Voilà. Je voulais juste partager ça. Mais l'humour est une grande ressource. Ça me permet de revenir sur la question que vous m'aviez renvoyée. En fait, la différence quand même sur comment on s'adresse à ses propres enfants par rapport à comment on s'adresse au reste du monde, c'est qu'on a quand même une responsabilité éducative vis-à-vis de nos enfants. Ils vont pas, je veux dire, le rapport, il est asymétrique, alors qu'on peut très bien en avoir, voilà, se dédouaner de toute forme de responsabilité de son prochain. Et donc, on est quand même tenu de les amener sur un chemin, de leur apprendre des mots de vocabulaire, etc. etc. Et je pense que ça rend la chose difficile, parce que la relation pédagogique déduite de la domination, c'est un numéro d'équilibrisme pas évident, quoi. Alors après, je pense que là où vous avez déjà donné pas mal de pistes, c'est peut-être de ne pas présupposer des capacités de l'enfant. Et notamment, on est assez souvent scotché, vous l'avez dit souvent, sur les capacités d'abstraction, de politisation, etc. des enfants. Ça, pour le coup, même très très jeune, hein, très 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 jeune. Et ceux qui n'ont pas les mêmes capacités, mais les capacités qui leur manquent ne sont pas forcément là où on les attend. Et donc peut-être leur laisser dire ce dont ils ont besoin de plus pour pouvoir comprendre, pour pouvoir répondre, pour pouvoir agir en autonomie, etc., etc. Et je voulais rebondir sur la question de l'identité multiple, des modèles multiples. En principe, c'est aussi un des rôles de l'école que de proposer un système extrêmement normatif, pour le coup, mais d'une norme qui n'est pas celle de la famille, et qui donne au moins une alternative au modèle familial strict. Et dès lors qu'il y a le choix entre deux modèles, c'est déjà un espace de liberté. En tout cas, c'est comme ça que j'imagine le métier. Je sais pas, moi, l'école, je l'ai pratiquée dans différents endroits du monde, mais tout le temps dans le système francophone, que ce soit aux Antilles ou en France. Et je suis désolée, mais les professeurs, les maîtres d'école, ils ne prennent pas en compte les spécificités culturelles des élèves. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais moi, j'ai toujours constaté qu'il n'y avait qu'un seul prisme vis-à-vis des enfants. C'est-à-dire que quand tu arrives, que tu es noire, que tu es la première de la classe, on dit mais comment ça se fait que tu as lu Balzac à 10 ans je suis désolée. Moi, j'ai constaté ça pendant toute ma scolarité, donc je suis pas d'accord. Et je trouve que c'est en ça que l'école, elle a vraiment besoin d'être réformée, déjà au niveau de l'éducation, de la santé affective et sexuelle, qui pose un gros problème à l'heure actuelle, mais aussi sur la question des particularismes culturels, en fait, des élèves qui se retrouvent dans une classe pendant 1 an et qui n'ont pas tous la même culture, la même langue d'origine, la même langue maternelle. Et ça, je suis désolée, les profs, les instructeurs, ils ne le prennent pas encore en compte. Voilà. L'école est l'émanation aujourd'hui, de toute façon, de nos normes de groupe. Donc nos normes de groupe et de relation à l'autre, elles sont grandement fondées sur la domination plus que sur le dialogue et le consentement. Donc en tant que tel, effectivement, l'école pourrait être autre chose, mais de manière logique, il ne l'est pas. Ça pourrait être autre chose dans le sens d'une autre structure, un autre cadre groupal, ou en tout cas il y a peu d'écoles qui réfléchissent tout un relationnel qui serait différent. Mais bon, vaste sujet. Vaste sujet, et parce que des fois aussi,
Et parce que parfois aussi, c'est un lieu qui peut être un dégagement de la violence de la famille qui peut exister aussi. Enfin, je veux dire, il y a énormément de choses euh, dans l'école. On ne peut pas, je pense, résumer toutes les... Je trouve ça toujours intéressant, d'ailleurs, et émancipateur des questions de domination, d'aller dans la précision des sujets. Je trouve que dès qu'on arrive à se dire, OK, redescendons un peu et disons de quoi on parle spécifiquement, je trouve que là, dans ce cas-là, on peut déployer. Donc là, c'est peut-être trop générique pour être... Et puis, on n'a pas beaucoup de temps. Après, je ne sais pas si vous avez un endroit de lecture ou je ne sais pas quelle page dire. Bon, je sais, on verra, je l'ouvre là. Ah oui, ça c'est après. Donc ça, elle vient de voter, d'aller au bureau de vote, donc c'est les présidentielles, et donc les enfants peuvent voter, mais peuvent aussi se présenter, ce qui est un corollaire intéressant. Et donc, elle a voté pour Astrid Diop, qui est une jeune candidate. Et il y a un sentiment ambivalent vis-à-vis d'elle, où en même temps, dans la cour de récré, il y a un truc où c'est, comment dire, mal vu d'être trop enjaillé par sa candidature, et où c'est un peu de dire, mais pour qui elle se prend celle-là à se présenter. Et en même temps, l'adolescente a un petit peu un secret crush. Voilà. Mais bon, elle en a pour pas mal de gens. C'est l'adolescence. Bon, je sais pas où je m'arrêterai, mais je m'arrêterai vite. Je me rends compte de mon envolée lyrique. Évidemment, ce sera toi. Donc là, c'était au bureau de vote. Tu t'es cru dans Walt Disney, mon pauvre. Genre, évidemment, ce sera toi, Astrid Diop. Cuicui les petits oiseaux. Cuicui les petits oiseaux, c'est 8T. C'est 8T. Bon, je peux pas tout rendre à l'oral. Des fois, je déconne dans ma tête. Quand je me prends la main dans le sac, ça m'inquiète. Tout le monde fait ça ou c'est juste moi qui grésille? Ça s'arrête jamais là-haut. Madame Gisèle tape un livre sur sa grande table de prof. Ça me fait sursauter à mort. Je porte ma main au cœur en regardant autour de moi. Un peu théâtral, ça fait marrer Leïla qui capte. L'école m'aura rendu amibe. Enfin, je crois que les amibes, c'est mou. Ce que je veux dire, j'ai plus d'os dans la colonne. Je suis ployé comme un saule toute la journée, la langue pendante sur mon pupitre. J'avais un autre mode avant, celui qui consiste à lever la main en s'étirant le bras avec l'autre dans une impatience qui confine au malaise. Je savais, j'étais plein d'entrain et j'aurais souhaité qu'on reconnaisse mon intelligence. Qu'on me sorte de là, en mode « Toi, c'est bon, on va t'exfiltrer du 4e cercle des enfers, tu es promis un grand avenir, hors de cette fange. » Oui, au fond, je pense que je voulais qu'on me prenne par cette main extendue, gentiment, doucement, délicatement. Mais j'en étais pour mes frais, et je suis tombé dans un long sommeil comme la belle au bois dormant. Modulo que les princes c'est moi, je laisserai personne me baiser la gueule quand je dors. Je sais pas si je renvoie l'image que j'ai dans la tête, mais c'est de l'inassistance à personne en danger. En tout cas, tout le monde fait comme si de rien. Des avions en papier voyage, au milieu des insultes murmurées et les songes d'un monde meilleur. C'est ça l'ambiance. Madame Gisèle est sûrement aussi paumée que nous et tente de nous raccrocher au monde réel du déni. Elle nous met en tension comme un générateur électrique pour nous maintenir à flot au bord d'un précipice délirant. Ah, elle pète un plomb. Elle agite le bras de bas en haut avec son tome de grammaire qui tape la table. Je vois le truc un peu au ralenti avec sa permanente qui bougeote et sa chaise qui se cabre. On la regarde goguenard. Faut pas nous demander d'avoir pitié, même si elle mériterait. Mais personne n'a pitié de nous. Au fond, on est tous dans le même bateau du délirium tremens. Je pense qu'elle est gentille quand elle retourne à sa maison. J'imagine qu'elle a une bulle. Elle rentre, elle se déchausse dans son atrium, elle souffle un grand coup. Elle passe une main dans ses cheveux pour les lisser en arrière. Elle se recompose une face. Elle inspire par le nez avant d'entrer dans le living et elle dit « Coucou les enfants, j'ai pris des haribots. » Elle secoue le sac. « Qui a passé une bonne journée ?» Je sais qu'il y a des bulles, des oasis. Je raccroche les wagons au milieu de sa phrase.
Diop donc n'a pas passé le premier tour. Dupont-Aignan avec 26% sera au second tour en phase de... Ça me déprime cette instruction civique.